Madame, monsieur, bonjour. Il est 11h04 sur Alger Chaîne 3. Au sommaire de ce Football Magazine, victoire algérienne après la décision du tribunal arbitral des sports de Lausanne qui oblige les clubs marocains et notamment le club de Berkane de ne plus arborer la carte géographique sur le maillot incluant les territoires occupés du Sahara occidental. C'est une véritable gifle pour le Makhzen et également pour la commission de compétition des clubs de la Confédération africaine de football. L'arbitre international Gamour prend ses responsabilités et refuse de donner le coup d'envoi du match Louisset Al-Harrach. Retour sur les événements qui ont marqué cette rencontre avec Ali Hamouche. Inauguration hier du centre d'entraînement, je dis bien centre d'entraînement du Mouloudia d'Alger. Présentation signée Hamza Rahmouni. Un Algérien à la tête de la direction technique nationale ivoirienne, il a pour nom Lounès Hattab. Quel est son projet? Il sera avec nous en direct à partir d'Abidjan. L'équipe nationale féminine s'impose largement devant le Sud-Soudan et se qualifie pour le dernier tour qui aura lieu au mois d'octobre prochain, Coupe d'Afrique des Nations 2026. Je rappelle que notre équipe nationale est déjà qualifiée pour la phase finale qui aura lieu en 2025. Je rappelle prochain adversaire, les Camerounaises. Invité de l'émission, Reda Abdouche. Bien évidemment, très sollicité ce matin, Reda Abdouche. Il avait, à l'époque, il était à l'USMA d'Alger. Il était à l'époque à l'USMA d'Alger. Il a été tout le temps à l'USMA d'Alger, même si aujourd'hui il n'a pas de fonction. Mais il est de cœur usmiste, il est en rouge et noir, il a le sang rouge et noir. Reda Abdouche, vous aviez justement, vous étiez chargé, vous et d'autres également, vous aviez en charge le dossier de l'USMA d'Alger après cette demi-finale contre Berkane, où je rappelle, le club de Berkane était arrivé en faisant de la provocation, en mettant sur le maillot la carte géographique incluant les territoires occupé du Sahara occidental. Aujourd'hui, victoire algérienne, fédération, club, les avocats, l'Algérie qui une victoire remportée après la décision du tribunal arbitral des sports de Lausanne, qui oblige tous les clubs marocains, parce que certains avaient l'idée également de ne plus arborer la carte géographique sur le maillot incluant les territoires occupés du Sahara occidental. C'est une véritable gifle, je le rappelle, pour le Makhzen, mais également pour la commission de compétition des clubs de la Confédération africaine de football. Tout d'abord, une réaction avec vous, après on retrouvera le ministre des Sports. On est très heureux de cette réhabilitation. C'est une réhabilitation parce que le droit, j'en avais parlé avec vous à la radio, j'avais dit que nous avions un dossier en béton. C'est vrai que notre dossier était en béton. Je n'ai pas ressorti l'enregistrement de l'époque, mais je m'en souviens très bien. Le dossier était en béton, mais seulement il fallait que ce dossier trouve une issue favorable. Et donc, à l'époque, j'avais dit qu'au niveau de la CAF, il fallait pas attendre une solution positive pour nous, bien que nous ayons un bon dossier et que nous ayons raison. Justement. Donc aujourd'hui, on est très heureux de voir que ce dossier est abouti, mais je dis que ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une première étape. C'est une première étape, il reste encore 2 étapes. On reviendra avec vous sur les 2 étapes. Tout d'abord, première réaction également à l'annonce de la décision du tribunal arbitral des sports, le ministre des Sports, Walid Sadi. قرار الطاس كان هو صنف وعطى الحق لاتحاد العاصمه اللي احنا كنا قدمنا ملف مع اتحاد العاصمه قضيه انه طلبنا من الطاس انه يكون في احترام لقوانين اللعبه والاتحاد الدولي لكره القدم والشيء المعمول به وطلبنا ايضا عدم زجر السياسه في الرياضه وهذا وش اللي مشات عليه المحكمه الرياضيه. جنبنا المشاكل اللي كانت في الموسم الماضي كم لاحظتوا كامل وحتى في بعض الاصوات اللي بدات تتكلم على انه راح يستعمل ما جرى الموسم الماضي. احنا اليوم الحمد لله وقفنا على هذا الشيء وكنا ايضا متيقنين انه الملف كان ملف قوي لانه كانت ايضا العداله اللي هي دائما هي قوانين الانظمه تاع الاتحاد الدولي اللي دائما ترفض جز السياسه في الامور الرياضيه. Ça, c'était la réaction du ministre des Sports, Walid Sadi. Autre réaction, il était avec nous en direct, rappelez-vous, l'année dernière. Il s'était déplacé, c'est un spécialiste des questions juridiques auprès de la Fédération internationale de football. C'est Majid Yahi. Mehdi Yahi, pardon, Majid Yahi, c'est le président l'ex-président de l'UHAWIA. Et on va l'écouter justement, première réaction avec lui après cette décision du tribunal arbitral des sports. La Fédération algérienne de football qui a mis en place tous les moyens logistiques, financiers au service du club.
La Fédération algérienne de football aussi avait anticipé par cette requête du premier appel, donc par rapport à la décision de la commission d'organisation des compétitions interclubs suite à la confirmation de l'homologation du maillot de l'AS Berkane le jour de l'arrivée de l'AS Berkane. C'est basé donc sur l'évolution de l'affaire et par rapport bien sûr aux différentes décisions de la CAF. Pour la majorité était, pour ne pas dire la totalité des décisions étaient infondées. Il y a eu cet épuisement des voies de recours au niveau de la CAF afin de pouvoir procéder donc, à l'appel au TAS. Alhamdoulilah, c'était une victoire de l'Algérie. Alors Mehdi il revient également en soulignant c'est l'effort de l'ensemble des acteurs qui sont intervenus sur ce dossier. Effectivement, le TAS a donné gain de cause donc, à la Fédération algérienne de football et à l'USMA suite à cette affaire et annule par ailleurs l'homologation de ce maillot qui connaît des signes distinctifs à connotation politique avec l'extension du territoire du Sahara occidental avec le territoire marocain. Aujourd'hui, la commission d'homologation n'a plus le droit d'homologuer donc ce maillot. Et à partir donc du prochain match, on ne verra plus donc la connotation politique exister sur le maillot de l'AS Berkane. Reda Habdouche, c'est une victoire politique au-delà du résultat sur le plan sportif. Ça y est, on sait de toute façon on ne pourra pas revenir en arrière. Le match, les résultats ont été homologués. Mais ce qui intéressait dans un premier temps, c'est la victoire politique également pour le football algérien et l'Algérie. Bien sûr, c'est une victoire politique. La question du Sahara occidental, tous les Algériens la connaissent. La position de l'Algérie, tout le monde la connaît. L'autodétermination. Donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce qu'on était en pleine provocation, c'était de la provocation l'histoire. Ils l'ont jamais fait, puis ils arrivent à Alger. Ils l'ont fait dans une. Nous avions toutes les informations. Je dis, moi, 10 jours avant le match, nous avons fait une lettre au ministère de la Jeunesse et des Sports et une lettre au niveau de la fédération pour les alerter, pour dire voilà ce qui se prépare. Le club va venir, il va jouer avec un maillot. Il va faire dans la provoque. Voilà, exactement. Donc on était au courant et on a donné l'information. On était prêts. On n'a pas lié un peu à tous les. Mais il y a beaucoup de. Parce qu'il n'y avait pas de forfait de l'USMA. L'USMA, ils étaient présents au stade. Ils étaient présents. Il y a deux choses qu'il faut mettre en évidence. Un, que la décision a été prise par la commission des compétitions. Alors que c'est la commission de discipline qui aurait dû Quand vous dites commission de compétition, Confédération africaine de football. La Confédération africaine de football. Donc c'est elle qui a pris la décision. Elle n'avait pas à le faire. C'est un dépassement de ses prérogatives. Elle n'avait pas la prérogative pour prendre une telle décision. C'est elle qui a pris cette décision. Et d'autres anomalies, par exemple. Nous avons, par exemple, un cadre de la Confédération africaine de football qui, quand la Fédération algérienne de football a écrit à la Confédération en lui disant ce maillot-là, qu'est-ce qui se passe, et voilà, et la réglementation, ce qu'elle dit, et tout ça, ils ont envoyé un émissaire de la Confédération, Ahmed Chenouda, qui s'est déplacé à Alger et qui a dirigé la réunion technique d'avant-match, la veille du match. Et j'étais présent, ça s'est passé à l'hôtel Rossi. C'est lui qui a dirigé là. Il n'avait pas à le faire. Il n'avait pas à le faire, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Il y a beaucoup d'anomalies comme ça. Donc, et puis l'anomalie la plus grosse, c'est de décréter que l'USMA perdait son match par forfait, alors que l'USMA était présente, était sur le terrain de football, en équipement, et c'est l'équipe adverse qui a refusé de rentrer sur le terrain. Donc c'est l'inverse. L'équipe adverse a fait jouer le fait que les maillots arborant la carte incluant les territoires occupés du Sahara occidental étaient bloqués au niveau des douanes algériennes. La douane qui a très bien joué, et rappelons-le, les douanes qui ont très bien joué. Je rappelle également au niveau de la Fédération internationale de football, il y a un article qui précise aucune manifestation, rien ne doit, sur le maillot, aucun, disons-le, slogan politique de propagande ne doit être arboré. Politique, religieuse et même personnelle. C'est très clair dans la réglementation de la compétition FIFA, c'est l'article 24, alinéa 1. Donc la réglementation est très claire. Elle a été outrepassée, par le club,
Et 2 par la Confédération, qui a homologué ce Également, maillot. sur le règlement de la Confédération, le maillot doit être vierge. Bien sûr. Très bien, voilà, c'est pour ça. Bien sûr. Donc, il y a eu beaucoup de dépassements. L'autre dépassement, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord d'avoir homologué ce maillot, et après, que ce soit la commission des compétitions qui traite un aspect disciplinaire, ça aurait dû être donc de l'apanage de la commission de discipline, et puis l'appel qui confirme la décision. Un appel, en principe, quand on fait appel, ça veut dire qu'on a une autre chance d'être réhabilité. Il y a une possibilité d'être Voilà. réhabilité. Donc là, quand vous voyez que la deuxième commission vient avec confirme la première décision de la première commission, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ou vous ne maîtrisez pas la réglementation, ou vous faites exprès, ou il y a une influence extérieure. Il faut dire les choses telles quelles. Il y a une influence extérieure. Voilà. La décision, elle est importante. Pourquoi c'est une victoire politique? Parce que aujourd'hui, après cette décision du tribunal arbitral des sports, les clubs marocains ne pourront plus arborer celui qui aura l'idée de mettre une carte avec les territoires occupés, il ne pourra plus le faire. Bien sûr, mais ça c'est une disposition qui existe dans toutes les réglementations, même au niveau du comité olympique. En face du micro, s'il vous plaît. Même au niveau du comité olympique international, la réglementation est très claire. Il y a eu une réunion d'ailleurs dans leur pays, à peu près, je crois que c'était au mois de novembre, où le comité olympique international a réitéré la non-ingérence du politique dans le sportif. Et ça, c'est un cas flagrant d'ingérence du politique dans le sport. Et dans Parce qu'il y avait également, en sous-jacent, il y avait une petite idée comme ça. Rappelez-vous, Reda Abdouche, la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. L'Algérie dit on n'y va pas parce que les Marocains avaient intégré sur les sites de compétition la ville d'El Ayoun, et on avait été suivi à l'époque par les Sud-Africains qui avaient boycotté la compétition. C'est-à-dire, si il n'y avait pas eu la décision du tribunal arbitral des sports, il y aurait eu, et rappelons-le, l'idée derrière la tête, c'était 2030, et peut-être de faire en sorte que, en termes de ville qui puisse abriter la compétition ou des matchs, la faire passer cette décision, une ville des territoires occupés. Je dis, ça aurait été un risque pour la Fédération internationale de football. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Non, le risque est réel. C'est un pays qui utilise le sport d'une manière générale, je dirais le sport d'une manière générale, à des fins de propagande politique. Ils veulent arriver à des décisions politiques en passant par le domaine sportif. Ce qui est formellement interdit par toutes les instances sportives. Ils violent la réglementation, en d'autres termes. C'est tout un terme très fort, un mot très fort pour dire voilà ce qui est fait avec une arrière-pensée. Oui. Bien évidemment, il y a toujours une arrière-pensée. Bien sûr. Aujourd'hui, on l'a dit, victoire pour la Fédération algérienne de football, pour l'USMA d'Alger. Mais aujourd'hui, c'est pas encore terminé. Parce que l'USMA, elle va demander à être dédommagée. Et c'est normal, tout à fait normal. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une première étape. La seconde étape, c'est de demander des sanctions contre les gens qui ont pris ces décisions. Les décisions qui ont créé un préjudice, d'abord, moral, au niveau du club. Le préjudice moral, c'est quoi? C'est d'avoir été éliminé d'une compétition. Vous savez que quand vous êtes forfait, ce qui était le cas de Berkane au match aller, quand vous êtes forfait sur un match, vous ne pouvez pas jouer le match retour. Oui. Donc l'USMA aurait été qualifié directement pour la finale. Donc il y a un préjudice moral très important dans ce domaine. Et puis il y a de l'autre côté, vous savez que les clubs de football, ce sont des sociétés par action. Donc c'est une entreprise commerciale. Qui a des dépenses, mais qui doit faire aussi des bénéfices, qui doit faire des recettes. Et là, nous avons un manque à gagner de pratiquement 2 millions de dollars. Donc, la troisième étape, c'est de demander le dédommagement financier pour le préjudice moral et financier. Le dédommagement, si vous le demandez, l'USMA le demande auprès de la CAF? Bien sûr. Très bien, bon, je pose la question. Auprès de la CAF, oui, c'est la CAF qui est responsable, qui doit assumer ses responsabilités. En sanctionnant les gens qui ont pris des décisions contraires à la réglementation, et en dédommageant financièrement le manque à gagner.
Parce que l'USMA, rappelons-le, aurait pu passer en finale. Vous l'avez dit vous-même. Oui. Berkane Oui. avait déclaré forfait, n'aurait jamais dû jouer ce match retour. Match retour, Et oui. l'USMA l'avait montré la saison d'avant. Ils avaient gagné la Coupe de la Confédération Oui, africaine de bien football. sûr, Donc ils avaient bien toutes sûr. les chances de conserver Tout à fait. le trophée. Tout à fait. Aujourd'hui, et je rappelle, hein, la Confédération africaine de football n'en est pas à sa première. Puisque rappelez-vous, la CAF était allée organiser une assemblée générale de la CAF dans les territoires Maroc. occupés. Au Maroc. Ouais, dans les territoires occupés, c'était pour le futsal. Aujourd'hui, à travers cette décision, est-ce que du côté de la CAF, on ne va pas réfléchir à deux fois? J'espère, mais connaissant un petit peu les relations personnelles qui existent entre certains responsables de la Confédération africaine de football et d'autres du côté marocain, j'ai un doute. Le doute est là. Ah, le doute Les est permis. relations- Aujourd'hui, à le travers doute cette est décision, permis. on l'a vu, la Non, mais réhabilite, ce qui existe dans les relations personnelles, qui influe. qui influe, évidemment, qui influe. Quand vous voyez que des commissions, l'une après l'autre, aucune commission ne vous réhabilite alors que le droit est avec vous, avec la réglementation est avec vous, c'est pas des gens, c'est pas possible, c'est pas des gens qui sont aveugles, c'est pas des gens qui, ils l'ont fait exprès. Ils l'ont fait exprès pour rendre service à leur suzerain. Et je vous laisse. Ah oui, c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que la situation, elle est très claire. Et j'espère Et cette décision, que ça va changer. on espère que la donne va changer. Voilà. D'autant plus que la décision a tardé. Elle a tardé, bien sûr. Elle a tardé. Vous savez, quand on avait introduit le dossier au niveau du TAS, on avait demandé à notre avocat d'introduire l'effet suspensif. C'était un appel. Donc on a dit de suspendre la compétition. Et le TAS a refusé. Le TAS a refusé en disant qu'il y avait une tierce partie qui était l'équipe qui s'était qualifiée aussi pour la finale. Et donc, il fallait surseoir à la prise de décision. Et c'est pour ça que ça a duré un peu longtemps. Parce qu'il y a également cette possibilité. Elle est là, la possibilité. Il y a un match CSC-USMA. Donc, on est sûr d'avoir un club en demi-finale, Oui. que le meilleur gagne sur le terrain. Mais l'adversaire pourrait être une nouvelle fois en demi-finale, l'équipe de Berkane. C'est à pour fait. ça qu'aujourd'hui, je dis également, c'est une double victoire. Oui. D'autant plus que, il y a eu cette réhabilitation. Mais aujourd'hui, quand les Marocains de Berkane, parce que je pense qu'ils partent légèrement favoris devant la SEC Mimosa, du fait de leur expérience, pourraient revenir à Alger, et cette fois-ci, point de maillot. Donc, pour que les choses soient claires. Les choses, en principe, sont claires. Non, sont claires. Maintenant, on va voir les comportements des uns et des autres par la suite. Parce que, vous savez, c'est des gens qui sont un peu têtus, qui sont... Vous savez qu'au match aller, on avait fait, vous savez, l'USMA avait fait, pendant toute la nuit, avait fait des équipements aux mêmes couleurs. Et vous savez que l'autre aspect réglementaire qui n'a pas été respecté aussi par le club de... Et ça a été dit par le commissaire au match pendant la réunion technique. Qui n'aurait jamais dû diriger, Non, d'ailleurs. c'est d'avoir... Non, le véritable, Ah, le véritable. Ok, commissaire d'accord. technique. C'est lui qui a intervenu. Il a demandé au club de Berkane, est-ce que vous avez un équipement de rechange? Est-ce que la réglementation Oblige. vous oblige Un d'avoir maillot, un maillot neutre. Un voilà. maillot neutre. Et ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, on joue avec le maillot qui a été... D'ailleurs, on est en pleine provocation. Quoi. Bien sûr. On est venu avec une idée derrière la tête. Exactement. Là, vous voyez que... C'est pour ça que je dis, l'équipe est venue. Et vous savez que le chef de délégation, j'étais présent à la réunion, il était au téléphone pendant toute la séance. Il se déplaçait de 2 mètres, il parlait, puis il revenait s'asseoir, puis il parlait. Donc, il recevait des instructions en live. Sur place même, voilà ce qu'ils ont demandé. Voilà, surtout quand le commissaire au match a pris la parole et a dit est-ce que vous avez votre équipement de rechange? Là, il a dit non, on n'a pas d'équipement de rechange et de toute façon, on ne jouera qu'avec ce maillot.
Très bien, on était en pleine provoque. Ce qui est sûr, c'est que tout est bien, qui finit bien. Réhabilitation, vous le dites, vous l'avez dit aujourd'hui du côté de l'USMA d'Alger. On va demander un dédommagement. Vous l'avez. Je ne dis pas. Non, je ne dis pas. On va demander. Je dis il était question qu'on demande. Bah, sûrement ils vont le faire. Planifié. Je ne sais pas. Sûrement. Je ne sais pas. Et moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Mais sûrement. Voilà, je ne veux pas. Vous avez raison d'apporter la précision. De... Oui, mais il faut aller jusqu'au bout du dossier, ce qui est sur réhabilitation, et on suivra la suite du dossier. Il est vrai que c'est vous qui étiez en charge à l'époque, puisque vous avez des fonctions officielles au niveau de l'USMA d'Alger. Aujourd'hui, vous avez pris du recul. Vous êtes plus dans le rôle d'observateur. Pourquoi j'ai dit au tout début de l'émission, Reda Abdouche, sans sens, c'est rouge et noir, toute votre carrière avec un seul maillot. Aujourd'hui, c'est très rare. C'est très très rare d'avoir un joueur qui fait toute une carrière sur un seul maillot. Carrière, quand je dis en tant qu'athlète, mais également en tant que dirigeant. C'est vrai. Merci Reda Abdouche. Vous restez avec nous, Reda Abdouche. Maintenant, on va parler d'un deuxième sujet. On aura votre réaction parce que vous avez eu des responsabilités également au niveau de la Fédération algérienne de football. On va parler du match d'hier. L'arbitre international Gamou a pris ses responsabilités. Il n'a pas donné, il a jugé qu'il ne pouvait pas donner le coup d'envoi dans les conditions dans lesquelles allait se dérouler le match entre Louis VII et la formation de l'Harash. Les images ont fait le tour de la toile. Agression des joueurs de l'USM Al-Harash avant même leur entrée au stade. D'ailleurs, l'entrée au stade, quand j'ai vu les images, j'ai dit c'est pas possible. Il a fallu que les services de sécurité, notamment la police, puissent protéger l'entrée au stade des joueurs de l'Harash. Mais comment? En mettant les boucliers sur la tête des joueurs de l'USM Al-Harash pour leur permettre d'accéder. Puis à l'intérieur, il y a eu ce qu'il y a eu. Alors, avec vous, on va revenir sur ce match. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Maman. Vous allez nous dire où on en est aujourd'hui. Pour aujourd'hui, donc, le match ne s'est pas joué. Là, c'est un fait. Donc, l'arbitre s'est appuyé sur la réglementation. Il y a l'article 47 du code disciplinaire. Donc, en cas où il n'y a pas des conditions pour le bon déroulement de la rencontre, l'arbitre est dans l'obligation de ne pas faire jouer le match, car il y a risque d'aggravation au cours de la rencontre. Et le club organisateur, c'est lui le responsable de l'organisation, du bon déroulement, de l'accueil, jusqu'à la sortie, que ce soit de l'équipe adverse ou du corps, on va dire, des officiels, que ce soit les arbitres ou le délégué. Et le club organisateur, c'est Louis VII hier. C'est Louis VII, puisqu'il joue à domicile, donc au stade de Ouargla. Et selon des sources, on va dire, crédibles. Quand vous dites source, dites-moi qui, comme ça que ça soit clair. Parce que quand vous dites source, l'auditeur qui nous écoute, il ne comprendra pas. Il y a 3 rapports. Le rapport du délégué. Hier, il y avait 2 délégués pour ce match. Il y avait le rapport également de l'arbitre. Sur les 3 rapports, les 3 sont unanimes à dire qu'il n'y a pas des conditions pour le bon déroulement du match. Voilà. Les 3 rapports signalent la présence d'intrus sur le terrain. On les a vus à travers les images de la télé, d'ailleurs j'ai vu. Donc des personnes qui n'avaient pas le droit d'être là sur le terrain, et également au niveau de la tribune officielle et la tribune réservée aux médias. Les 3 rapports également rapportent le fait que la rencontre, plutôt l'empêchement de la retransmission de la rencontre. Parce qu'il y avait le quart de la télévision, il était sur place, et ils n'ont pu accéder. Ils n'ont pas accédé, et le pire, c'est que le match devait être également retransmis sur la plateforme FIFA. Et là, les gens qui étaient censés, on va dire, retransmettre le match sur la plateforme FIFA ont été empêchés de le faire. Donc les 3 rapports, et les 3 rapports signalent également des joueurs de l'USMH blessés, les graves incidents et tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été également confirmé par les vidéos. Donc les 3 rapports sont, on va dire, sont sur la même longueur d'onde. Très bien, 3 rapports qui disent la même chose. Ça sera des rapports transmis à la commission de discipline de la fédération de la Ligue. Ça n'a pas été fait hier. Ça va être fait demain. Hier, très bien. Les officiels et l'arbitre n'ont pas pu transmettre parce qu'on le sait. C'est fait immédiatement et hier, il n'y avait pas les conditions pour que les 3 rapports soient retransmis aux instances responsables. Alors, est-ce que nous avons des réactions? On va écouter tout d'abord, du côté de l'USMH, l'entraîneur adjoint, Faisal Larabi, qui est un ancien joueur. Il était là, il était à l'intérieur du VCR de l'USMH quand nous avons pu l'accrocher et nous faire ses déclarations. On est arrivé au terrain. Déjà, avant qu'on sorte du bus, il a eu des jetés de pierre avec de l'acide. Après, on est sorti avec un très grand dispositif de la police. On est rentré difficilement au vestiaire. Après, on est resté, on a eu des convocations jusqu'au vestiaire. Après, vers la sortie, ils ont saccagé complètement le tunnel.
Après, la police, ils ont formé un tunnel pour qu'on rentre faire l'échauffement. Après, dès que Chelsea est rentré, il y a eu des stadiers, soi-disant des stadiers, avec des pierres et carrément avec des armes en blanche. Après, on a eu un envahissement de terrain carrément. On a 7 joueurs blessés avec l'entraîneur principal Asman et l'entraîneur adjoint au niveau des yeux. Et en plus, le directeur sportif qui est gravement blessé au niveau des yeux. Ils ont jeté sur lui de l'acide. J'ai 20 ans d'expérience, j'ai jamais vu un cas pareil. Je remercie beaucoup plus les policiers qui ont fait un travail énorme. On est au vestiaire, on attend, je pense que le match ne va pas être joué. Ça, c'est une réaction que vous avez eue au moment des incidents. Je le rappelle, et d'ailleurs, il faut souligner, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, monsieur l'entraîneur adjoint qui est intervenu maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? On tient à remercier la police qui nous a protégés. C'est vraiment important à souligner. Absolument. Hier, il y avait un renfort supplémentaire. Il y avait environ 3000 agents dépêchés pour cette rencontre au sommet. C'est le match, c'est le big match de la journée. Premier contre le deuxième. Alors, il y a eu également Maza. Mostafa Maza, qui n'est pas resté. Lui, il a, dès son entrée sur le terrain, il le dit, j'ai été agressé avec de l'acide aux yeux. Donc lui, il a été transporté à l'hôpital. Donc il n'a pas suivi tous les événements qui se sont déroulés après. Donc on va écouter Mostafa Maza, le directeur sportif de l'USM Al-Harrach. Dès notre arrivée au stade, nous avons vu des comportements qui nous ont fait sentir que nous étions en territoire ennemi, alors que les services de sécurité ont tout fait pour assister à notre sécurité. J'étais le premier à faire son entrée sur le terrain, et là, j'ai été surpris par des personnes qui m'ont jeté de l'acide au visage. Et là, j'ai des problèmes visuels. Il était impossible de jouer ce match dans ces conditions électriques. Peut-être que c'est des actes isolés. Je n'accuse pas tous les supporters de Louis VII, car on connaît l'hospitalité des gens du Sud, mais c'est bien dommage qu'on soit arrivé là, car nous avons tout fait pour éviter de faire des déclarations pour chauffer ce match. Voilà, et après il nuance ses propos, je le rappelle, Mazar, parce qu'au début c'est assez fort. On le dit, c'est pas tous les supporters du MB. On l'a vu au niveau des tribunes. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui était sur le terrain, c'est pas tous les supporters. Il y avait quelques personnes qui étaient sur le terrain. Il y en a eu plusieurs sur les images qu'on a vues. Alors, sur le stade, c'est 16 000, il n'y avait pas 16 000 sur le stade. Ce n'est pas tous les supporters. Alors, maintenant, côté Louis VII, qu'est-ce qu'ils disent? Côté Louis VII, c'est tout simplement, ils accusent les joueurs de l'USM Al-Harrach d'être les provocateurs, d'avoir créé, d'avoir plutôt provoqué les supporters du MB Louis VII et d'avoir été à l'origine de tout ce qui s'est passé. Et on a pointé, on va dire, un doigt accusateur vers le gardien de but de Fawzi Chaouchi. Donc on va écouter le vice-président du MB Louis VII, M. Boudiaf. Les supporters de l'USMH ont commencé à jeter des projectiles sur nos supporters et sur le terrain. Les joueurs d'Al-Harrach ont refusé de rentrer sur le terrain alors que l'arbitre leur a demandé d'aller s'échauffer. C'est à eux d'assumer la responsabilité de tout ce qui s'est passé. En tant que club organisateur, nous avons pris toutes les dispositions pour le bon déroulement du match. Il y a aussi le comportement antisportif de Fawzi Chaouchi qui n'est pas à sa première. C'est les joueurs d'Al-Harrach, les provocateurs. Le match devait se jouer et notre club n'a créé aucun problème. Voilà. Ça, c'est la version Louis VII. Louis VII. Nous avons essayé également d'avoir une déclaration du premier responsable du MB Louis VII, monsieur Laroussi. Donc, hier, nous avons essayé de le joindre à maintes reprises. Enfin, nous avons pu l'accrocher, mais il s'est refusé. D'ailleurs, ce matin même, j'ai essayé moi-même de le contacter. Il a refusé. Il n'a pas répondu, mais hier, il a répondu à l'appel brièvement, mais il a refusé de faire toute déclaration. On va l'écouter. Très bien. Comme ça, vous savez tout sur cette affaire. Vous avez entendu toutes les parties. Bon, aujourd'hui, il y a le recul nécessaire. On ne va pas faire de commentaires. Ce qui est sûr, vous l'avez dit, oui. Par rapport à la réglementation, dans ce cas de figure, donc on se réfère toujours à l'article 45 par rapport à la responsabilité d'un club pour l'organisation du match. Dans le cas où l'organisation est défaillante par rapport
on va dire à l'état du terrain, absence d'équipement, envahissement de terrain ou absence de sécurité. Donc, c'est match perdu sur tapis vert et défalcation de 3 points du club organisateur et également des amendes financières. Là, je dis le règlement tout cru. Après, on attendra les rapports, la décision de la commission de discipline. Merci Ali Hamouche d'avoir éclairé de nous avoir donné plus de précisions sur ce qui s'est passé. En d'autres termes, regrettable. Je pense que tout le monde a été chauffé à blanc dans cette histoire, bien avant la tenue du match. Bien sûr, moi je pense que d'après les informations que nous avons, à la suite du match aller, déjà, la projection, les gens se sont projetés sur le match retour, le match d'hier. Donc, je pense qu'il y avait je ne sais pas, hein, les gens qui sont à l'origine de cet état d'esprit, ils ont chauffé à blanc les supporters et véritablement, ça donne une image triste du football algérien, parce que on n'avait pas besoin de ça. Les gens se déplacent pour venir voir un spectacle et puis on voit un pugilat, on voit un massacre, on voit donc moi je dis c'est triste. Très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que on savait tous qu'il y avait des risques d'étincelles, que ça pouvait prendre à n'importe quel moment. Moi, si vous voulez, je vais faire un petit parallèle, je vais faire une petite digression en parlant des comités de supporters. Ah, oui. Vous savez que dans le cahier des charges du professionnalisme, il existe que chaque club ait son comité de supporters. Il y a eu des élections d'ailleurs qui ont été organisées pour ça. Voilà, les comités de supporters, vous savez que pour les clubs professionnels, par exemple, c'était une exigence dans les 19 documents que la DCGF demandait aux clubs. Il fallait avoir l'existence d'un comité de supporters. C'est pour ça le comité de supporters. Mais un comité de supporters unique. Pas une foison de comités de supporters. Un seul, vous vous mettez d'accord et puis vous faites un comité de supporters. Le comité de supporters est là pour accueillir même les gens qui se déplacent pour venir voir le match. Vous savez, avant, quand les clubs recevaient... Vous avez les deux capitaines d'équipe, un capitaine d'équipe qui offrait un bouquet de fleurs à son homologue dans l'équipe adverse. À chaque match, c'était comme ça que ça se passait avant. Il faut revenir aux bonnes habitudes. Il faut revenir aux bonnes habitudes avec beaucoup de rigueur. La rigueur surtout dans la prise de décision. Parce que ça, c'est une affaire qui va être très suivie, la décision de la commission de discipline. Bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. Hier, inauguration du centre d'entraînement, très important de le dire, du Mouloudia d'Alger. Inauguration avec le ministre des Sports, le ministre de l'Énergie, le PDG de la Sonatrach. Tout le monde y était pour cette inauguration. Vous étiez présent également, Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour. Le centre d'entraînement du Mouloudia d'Alger, baptisé au nom du père fondateur du club, Abdelrahman Aouf, a été inauguré officiellement hier en présence des ministres de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre des Sports, Walid Sadi, ainsi que le président directeur général de la Sonatrach, Rachid Hachichi. Un centre d'entraînement bâti sur 3 hectares,64 qui compte 2 terrains d'entraînement, l'un en gazon naturel, l'autre en synthétique. Chaque terrain compte ses propres vestiaires, en plus des douches, une salle de musculation, un hôtel qui compte environ une 50aine de chambres qui peuvent abriter 74 personnes. Un restaurant, une piscine, sauna, jacuzzi. Dans ce centre, on trouve également les magasins du club ainsi que des bureaux qui vont être utilisés plus tard pour abriter le siège de la télévision du Mouloudia d'Alger. En plus de tout ça, un bloc administratif de 3 étages qui abrite l'administration du club. Autrement dit, le modèle européen a été copié à la lettre dans la configuration de ce centre, afin de permettre au club d'avancer sur le plan technique, mais également administratif. Ça offre également au Mouloudia d'Alger de la stabilité, puisque ce centre met fin à des décennies de souffrance du club dont le siège a changé à plusieurs reprises. D'ailleurs, le président directeur général de la Sonatrach, actionnaire majoritaire du club, Rachid Hachichi, a évoqué ce point. Pour la première fois, le Mouloudia d'Alger aura un siège, une maison. Par le passé, le club n'avait rien du tout. Tout le monde a vu aujourd'hui que ce centre offre toutes les commodités aux joueurs pour se préparer, mais également pour récupérer. Aujourd'hui, je félicite le club. Ce n'est qu'un début, Inch'Allah. Je lance un appel aux supporters, que je félicite d'ailleurs, de faire preuve de fair play et de sportivité. Je demande également à certains supporters, pas tous, de ne pas saccager les sièges au niveau des stades, car
car cela engendrera des dépenses supplémentaires et cet argent pourra être mis au profit du club. Voilà donc une déclaration de Rachid Hachichi qui au passage a lancé un message de fair play aux supporters du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia était son domicile fixe et l'année 2024 restera historique pour le club puisque ça lui a permis de réceptionner le centre d'entraînement grâce aux efforts de la Sonatrach, mais également le stade Ali Lapointe de Douira que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a accordé au club sur décret présidentiel. Le centre d'entraînement Abdelrahman Aouf ressemble beaucoup au centre technique national de Sidi Moussa, notamment en matière de localisation, puisqu'il se trouve dans un endroit très calme du côté de la ville de Zeralda, ce qui permet aux joueurs de travailler dans le calme, même pour les mises au vert d'avant-match qui se font au centre depuis le mois de juin dernier et qui a permis à la direction du club de faire des économies. Les joueurs se focalisent sur leur travail, sur leur match, dans le calme et la sérénité, contrairement aux hôtels où par le passé, la présence des supporters constituait un handicap aux joueurs pour pouvoir se concentrer sur leur sujet. Rappelons que cette cérémonie d'inauguration a vu la présence symbolique du fils du père fondateur du club, Kamel Aouf, des joueurs de la glorieuse équipe de 1976 qui a remporté la Ligue des Champions et notamment le triplé historique, également les familles des anciens dirigeants et plusieurs anciens joueurs. Très bien, ça a regroupé toute la famille du Mouloudia d'Alger, mais on attend, on le dit, c'est bien le centre d'entraînement parce que ça va permettre aux joueurs de travailler sur place. Et puis c'est fini, on n'est pas dans un hôtel, on est là, on travaille toute la semaine, même l'entraîneur il peut tout planifier, il a les joueurs sous la main, mais dans le même temps on attend le centre de formation du Mouloudia d'Alger et des autres clubs. L'USMA également, c'est bientôt, il va être réceptionné. J'avais eu l'occasion de rencontrer le PDG du groupe Serport qui était invité à la radio, qui m'avait dit c'est à 90% pratiquement fait. C'est également une bonne nouvelle pour les clubs. Bien sûr, vous savez que cette disposition figure dans le cahier des charges du professionnalisme. C'est l'arrêté ministériel de 2010 qui fixe les règles du professionnalisme. Vous savez que les clubs ont reçu des parcelles de terrain et qu'ils devaient y édifier un centre de formation. Et dans cet arrêté, il y avait un délai de 3 ans, donc 2010-2013. En 2025. Je vais vous dire pourquoi. Je ne vous dis pas pourquoi, vous le savez très bien, parce que dans un premier temps, les terrains avaient été donnés. Après, il devait y avoir un financement fait par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Après, on a dit c'est les banques qui vont prendre en charge. Les banques ont dit mais attendez, comment on va donner de l'argent comme ça pour aller descendre? Sur quelle base? Et il y a eu beaucoup de temps perdu. On ajoutait à cela les terrains. Il y avait un gros problème sur les terrains, sur le foncier qui avait été donné, parce qu'il fallait régler tout l'ensemble des problèmes. Ce n'était pas juste vous prenez le terrain, donc c'est pour ça qu'on a perdu tout ce temps-là. Mais c'est bien. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les clubs puissent bénéficier. Vous avez le Mouloudia, vous avez l'USMA d'Alger, vous avez le Cheikh Briadi de Beluzed également, qui lance les travaux de son centre. Vous avez également Sétif, également, qui a un centre. Donc c'est bien d'avoir la Saoura également. Ils ont un centre. Je rappelle, puisqu'on va aller plus haut, la fédération, il y a eu Tlemcen. Ça, c'est financé par la Fédération internationale de football. Ce que je peux regretter, c'est qu'on ait laissé tomber la fédération, c'est qu'on ait laissé tomber Belabès, alors qu'il y avait un accord avec le ministère de la Jeunesse et des Sports qu'on ait laissé tomber Belabès. Ça aurait pu être, parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, que les centres de formation appartenant à la fédération, à travers l'ensemble du territoire national, pas tous, vous prenez Est-Ouest, vous divisez ça, c'est une très bonne chose pour en faire des pôles d'excellence. Bien sûr, vous savez que l'organisation de notre football, vous savez que vous avez des DTOI, des DTR, des vous en avez, techniques de wilaya. Ils sont dans toutes, au niveau des ligues de wilaya, au niveau des régions. Donc, au niveau d'une direction technique nationale, il est bien qu'il y ait non seulement des structures administratives décentralisées, mais qu'il y ait aussi des infrastructures sportives à leur disposition pour faire un travail régional, un travail wilayal au niveau de leur région. Donc c'est très intéressant, c'est même recommandé. Mais c'est aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Et je le dis encore une fois, et j'insiste sur cette question depuis des années, on doit valoriser le travail des DTUI et des DTR. C'est important. En termes de ressources humaines, je trouve qu'il n'est pas assez valorisé. Ce travail effectué, parce qu'ils n'ont pas les conditions nécessaires pour pouvoir travailler et faire à travers. Et c'est la DTN qui donne l'impulsion. C'est elle qui trace le programme et qui contrôle également l'application. Bien sûr, moi je pense qu'il y a un gros travail qui doit être fait pour réhabiliter. Ça a été le maillon faible, la direction technique nationale a été le maillon faible. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est la direction technique nationale, en fait, elle s'occupe de quoi en fait?
Le développement du football. C'est le développement du foot. Le développement C'est sa du première football, mission. Le développement du football passe par des opérations, des petites opérations, des opérations moyennes et de grosses opérations qui ne sont pas prises en charge actuellement. Avant, on voyait des plateaux au niveau de chaque wilaya. Le directeur technique de wilaya, déjà, il réunissait dans sa catégorie, avec l'entraîneur évidemment concerné, il réunissait les joueurs de cette catégorie et il faisait des... Et c'est de là que les joueurs commençaient à émerger, commençaient à être repérés par les clubs, c'est là qu'ils commencent à migrer, à aller vers des clubs... Je suis un travail, il faut le souligner, à travers les photos des anciennes générations. Oui. Et vous remarquez, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais vous le connaissez, vous l'avez en mémoire, quand vous remarquez les différentes sélections, parce qu'il y avait les sélections d'Alger, les sélections de l'Ouest, vous retrouvez au niveau, et pas tous, mais vraiment les joueurs qui ont du talent, vous les retrouvez après en équipe nationale. Bien sûr. Après, quand je dis équipe nationale junior et tout, parce qu'après, c'est les plateaux que vous faites qui vont servir à l'entraîneur. C'est pour ça que je dis, c'est très important. Ça se faisait par le passé, là ça s'est fait. Il y a eu l'idée des académies, ça a porté ses fruits, les académies. Malheureusement, ils ont laissé tomber à un moment, la fédération a laissé tomber. Il y a eu Rawarawa qui avait mis en place l'académie, suivi par Hadjadj également qui l'avait relancé, puis on a laissé tomber. Et c'est regrettable, parce que je pense qu'une académie pour la fédération, c'est essentiel. Et ça permet d'être un pôle d'excellence, un pôle de pouvoir attirer l'ensemble des talents. On va parler des filles maintenant. Eh bien oui, le football féminin, même s'il est à l'état embryonnaire, je le dis et je le répète, la fédération a eu la bonne idée de faire appel sur cette question-là à un spécialiste en la matière, qui a les compétences reconnues au niveau européen, Ben Stiti, voilà, Farid Ben Stiti, et qui aujourd'hui, eh bien, avec l'équipe nationale, c'est pas demain qu'on va aller gagner la Coupe d'Afrique, mais il est en train de mettre en place tout un travail pour pouvoir monter une équipe féminine et développer le football féminin. Ça se traduit déjà par une double victoire contre le Sud-Soudan. Et vous avez suivi nos filles. Rostom Yahya Cherif, bonjour. Bonjour, c'est sans surprise que nos dames se sont qualifiées au prochain tour des éliminatoires de la CAN 2026 en éliminant le Sud-Soudan avec 2 victoires, 5-0 à l'aller à Juba et 3-0 au match retour au stade Mustafa Tchakar de Blida. Un adversaire largement à la portée de nos dames, mais cela n'a pas empêché les coéquipières de la capitaine Habiba Kavchouni de lever le pied, comme le dit avec satisfaction le sélectionneur national Farid Ben Stiti. Le Sud-Soudan était largement à notre portée. Mais ce qui était intéressant, c'est que les joueuses ont été sérieuses et elles n'ont pas baissé de pied, ça c'est important pour moi. Ça donne un petit peu une idée de la composition du groupe qui va commencer certainement encore à s'étoffer d'ici le mois d'avril. On a profité de ces 2 matchs tout en respectant la compétition bien entendu et l'adversaire, en continuant à travailler dans le projet qu'on s'était fixé, à savoir bien jouer d'abord, ensuite être agressif parce que le niveau international il demande de l'agressivité et puis être efficace. Ce que l'on a fait au premier match, un peu moins sur le deuxième, il y a de grandes satisfactions dans l'attitude, je pense que c'est ça le plus important. Un stage qui a permis au sélectionneur national Farid Ben Stiti, qui a vu cette double confrontation face au Sud-Soudan, une occasion d'essayer de convoquer de nouvelles joueuses, à l'instar de la latérale gauche de West Ham, Inès Belmou, la milieu de terrain du FC Metz, Melissa Bedhi, ou encore Marine Daffer, milieu de terrain de Fleury 91, tout en gardant l'ossature de l'équipe comme les Kavchouni, Taleb Muller et Boutaleb, afin d'étoffer le groupe pour la prochaine CAN 2024 décalée à 2025. Farid Ben Stiti revient sur le groupe convoqué lors de ce stage ainsi que les joueuses convoquées pour la première fois en sélection. Moi je pars du principe qu'une joueuse qui est très bonne et qui est algérienne, elle est algérienne aussi pour être en équipe nationale d'Algérie. Donc on a Inès Belloumou qui nous a rejoint alors que l'équipe de France ne voulait pas forcément. Donc nous on est très très fiers qu'elle ait choisi de venir jouer avec nous parce que ça démontre quand même le sérieux de notre football féminin aujourd'hui et puis l'importance que l'on donne à l'équipe A. Et donc point par point, on est en train de s'améliorer. Donc ça veut dire qu'on est crédible, c'est ça qui est important, en espérant qu'il y en a une ou deux qui vont arriver encore de très très bon niveau. J'en parle pas encore, mais on espère que ça va aboutir parce que j'aimerais véritablement qu'on crée la surprise à cette CAN, qu'on soit un outsider. Je sais pas, je sens bien les choses, donc Inch'Allah. Farid Ben Stiti qui vient de parler d'une des nouvelles joueuses dans la sélection, Inès Bellemou, qui a choisi de porter les couleurs de la sélection nationale. Justement, elle nous parle de son intégration dans le groupe.
très fluide, comme j'ai dit. Avec les Algériennes, ça se passe très bien. Le staff, pareil. Et puis le peuple, je ne suis pas surprise. Je connaissais déjà la fierté algérienne et cette ferveur qu'on a dans le sang. Et franchement, c'était très fluide. Une autre joueuse qui a brillé lors du match retour face au Soudan du Sud, c'est la jeune Melissa Bedhi, 19 ans, milieu du FC Metz, qui a gagné tous ses duels au milieu de terrain, entre récupération et distribution. Elle était d'ailleurs derrière les 2 premiers buts de la rencontre, inscrits par Taleb Müller et Kavchouni. On écoute sur son premier match la jeune de 19 ans, Melissa Bedhi. Je pense qu'effectivement, le fait que j'ai intégré un groupe professionnel en D2 avec FC Metz, ça m'a fait prendre en maturité sur le terrain. Du coup, je le ressens effectivement avec la sélection A. Maintenant, on verra par la suite, mais on n'est jamais satisfait, il faut toujours plus. Inch'Allah, après on verra bien les choix du coach. Mais bon, je pense que j'ai montré des bonnes choses. Après, on verra le groupe qui choisit, mais j'ai confiance dans tous les cas, j'ai confiance en mon équipe, que je sois dans le groupe ou que j'y sois pas. Alors, qualification de nos dames pour le prochain tour. Le deuxième tour des éliminatoires de la CAN, ça sera au mois d'octobre face au Cameroun. Et justement, malgré ces 2 victoires et une qualification pour le prochain tour, le sélectionneur national Falid Benstiti n'a pas hésité de faire part de son mécontentement par rapport à la programmation de ces éliminatoires de la CAN 2026. Ces éliminatoires qui viennent décaler tout le programme qu'il avait établi pour préparer la CAN 2024 qui se jouera cet été. Je trouve que c'est assez désorganisé. Je trouve que c'est assez désordonné. Moi, je trouve que c'est compliqué pour les entraîneurs de jouer une qualification pour la CAN 2026 alors qu'ils vont faire la CAN 2024. En 2025. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a des entraîneurs qui risquent d'être éliminés là et qui vont être peut-être limogés pour la CAN 2024 qui va se jouer en 2025 parce qu'ils auront perdu. Essayons quand même d'être sérieux. Je crois que la CAF doit réfléchir un petit peu à cette programmation qui doit être d'abord protéger les joueuses, protéger les fédérations, les nations et protéger aussi les entraîneurs parce que lorsqu'on fait du bon travail et qu'on se qualifie pour une CAN, on ne va pas commencer à faire une compétition avant une autre compétition, ça devient compliqué quand même. Et en parlant de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de juillet prochain, Falid Benstiti envisage de donner la chance à d'autres jeunes joueuses lors des prochains stages de la sélection nationale avant la Coupe d'Afrique des Nations. On va essayer de trouver quand même, là on va travailler avec la fédération et notre direction, notre DTN, avec notre secrétaire général et puis Karine Cassed et le président certainement sur des matchs et des stages qui doivent être efficaces avant tout, avec des adversaires potentiels qui puissent nous aider certainement à avoir une compétitivité importante et difficile pour qu'on puisse arriver à la CAN psychologiquement et mentalement préparé, pas seulement physiquement parce qu'on sera prêt physiquement, mais surtout mentalement qu'on ait des adversaires quand même très agressifs et qui nous mettent en difficulté. C'est ce qu'on va rechercher. Le sélectionneur national, Falid Benstiti, qui se base surtout sur la préparation mentale en raison du groupe difficile dont a hérité la sélection nationale, le Nigeria, 11 fois champion d'Afrique, la Tunisie et le Botswana. Ça, c'est à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au mois de juillet. Mais dans le même temps, il y aura un tour au mois d'octobre pour l'autre Coupe d'Afrique des Nations, celle de 2026. Si on ne suit pas, on s'en mêle quelque peu les pinceaux, Reda Abdouche. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il a raison de pointer un doigt sur la... Il y a un chevauchement de compétition qui n'a pas lieu d'être. Une compétition qui n'est pas terminée, puis une autre qui débute, et ça fait un peu désordre quand même. Ça fait un peu désordre, et puis ça fausse un peu le travail. Je comprends les soucis de l'entraîneur qui n'arrive pas à faire un programme de préparation pour ses joueuses. C'est clair. Je pense que la Confédération devrait faire un effort un petit peu puis, si elle veut remettre un peu d'ordre dans son travail. Mais la Confédération également, je le dis, par exemple, je vais prendre 2 exemples. La Coupe d'Afrique des Nations et la compétition, la première compétition, premium compétition, et qui donne l'exposition au football continental. Là, on l'a bougé combien de fois de date? Juste pour faire plaisir à la Fédération internationale qui multiplie les compétitions. Donc, on ne lui donne pas l'exposition nécessaire au bon moment et ça pose des problèmes pour les joueurs. Je reviens à cette compétition et également, vous venez de le dire, une compétition qui va jouer, on reviendra après aux éliminatoires. Est-ce que la CAF également, en voulant faire plaisir à tout le monde, elle ne tue pas ces compétitions? C'est clair. C'est clair. Moi, je pense que c'est pour ça que je dis que la CAF devrait faire un effort pour essayer d'abord d'asseoir sa responsabilité et de ne pas céder aux desiderata des uns et des autres, notamment ceux de la FIFA,
qui veut multiplier les compétitions internationales au niveau des clubs et au niveau des équipes nationales. On veut aussi faire une Coupe d'Afrique tous les 2 ans. Bon, on fait une Coupe d'Afrique tous les 2 ans, c'est clair. Mais attendez, là vous allez tomber sur il va y avoir une réorganisation. On parle d'un nouveau projet pour la Champions League africaine et pour les compétitions africaines des clubs. Ça devrait voir le jour en 2026. On annonce une Super League, ça c'est sur le plan continental, ajouté aux compétitions de la FIFA. Bon. C'est la multiplication des compétitions. Pour faire rentrer de l'argent. Et pour faire rentrer, il n'y a que l'aspect commercial qui domine, et sans se soucier aussi de la santé des athlètes. C'est ce que j'allais vous dire. C'est un élément très important. Il y a eu une montée. Si on n'en tient pas compte, on aura bientôt plus de football. Il y a eu et puis on est en train de tuer le football. Trop de football, comme dirait l'autre, peut tuer le football. Et il y a la montée en Europe des joueurs, des grands championnats qui ont dit mais attendez, messieurs, on ne peut pas continuer comme ça. Pensez un peu à la... D'ailleurs, vous prenez, il y a des joueurs qui ont arrêté très tôt. Vous prenez le défenseur du Real Madrid, le français dont le nom m'échappe, eh bien, qui a arrêté sa carrière très tôt, 30 ans, 31 ans. Varane, voilà, merci. Raphaël Varane qui a arrêté très tôt. Vous en avez d'autres aujourd'hui qui arrêtent très tôt parce que la multiplication des matchs durant la saison, là, pour ceux qui évoluent dans les grands clubs, c'est quasiment 80 matchs la saison. Physiquement et moralement, ça devient insupportable. Le football féminin, c'est bien ce qu'il est en train de faire, Ben Stiti. Parce qu'il existe chez nous. Mais il est à l'état embryonnaire. C'est encore à l'état embryonnaire. Il y a ces décisions de la CAF qui obligent les clubs professionnels à avoir une équipe. Une session de football. Et je pense que la CAF pense à lancer également une compétition africaine des clubs chez les filles. Oui, ça existe. Ça, elle existe, mais chez nous, les nôtres n'ont pas encore brillé à ce niveau-là. Si, l'équipe de Relizane est une bonne équipe. Oui, Relizane, mais qui a fait un petit chemin. C'est intéressant. Mais elles ne sont pas de manière constante. Bien sûr, parce qu'il faut des moyens. Il ne faut pas se leurrer aussi. Une compétition internationale, ça demande des moyens. Mais je pense qu'au niveau de la fédération ou de la ligue féminine de football, ils devraient faire un peu preuve d'imagination. Parce que je pense que nos filles n'ont pas assez d'exposition. Elles n'ont pas d'exposition nécessaire pour... Par exemple, ils devraient travailler avec les écoles, ils devraient travailler avec les centres de formation pour ramener, pour inviter, pour qu'il y ait du monde dans les stades. Ça, je pense c'est des pistes. C'est des pistes. C'est un problème qui dépasse le sport d'une manière générale. Non, mais c'est des pistes à ouvrir. Il faut lutter contre des mentalités. C'est vrai que le sport d'une manière générale, c'est important pour l'être humain, qu'il soit homme ou femme. Et bon, il faudrait que les gens s'imprègnent de cette idée. Après, comment faire? Bon, c'est à nous de nous organiser pour qu'il y ait... Mais la Ligue, par exemple, devrait programmer les matchs l'après-midi, faire en sorte qu'ils puissent avoir cette exposition. Le rendre attractif. Voilà. Oui. Mais bien sûr. C'est comme je dis, même le football, chez les messieurs, les espoirs, les faire jouer à 11h du matin, ou les jeunes, les faire jouer à 11h, moi je trouve que c'est pas du tout intelligent. Vous les tuez, oui, parce qu'il faut qu'ils se réveillent à 8h ou à 9h, pour à 7h du matin pour aller au stade. Et ils ne sont pas suivis, il n'y a pas d'exposition. Vous savez... Ce qu'il y a de professionnels dans les clubs, c'est l'équipe senior. On ne regarde pas les autres. Tout le reste, c'est amateur. Dommage. Tout le reste, c'est amateur. Au niveau de, vous savez, il y a des clubs professionnels. Je vous dis, je l'ai vécu. Oui, vous l'avez vécu. Donc, il y a des clubs professionnels qui n'arrivent pas d'avoir d'infrastructures pour entraîner les jeunes catégories. C'est pour ça que je parlais de centres de formation. C'est pour ça que je disais l'infrastructure. Il faut savoir l'utiliser. C'est ça qui va permettre la pérennité du système. On arrive à la fin de l'émission. Reda Habdouche, je pense aujourd'hui, un grand sentiment de fierté, de satisfaction également. Je reviens au tout début de l'émission pour ceux qui ne nous ont pas écoutés. Après cette décision du TAS qui a donné raison à l'USMA d'Alger, à la Fédération algérienne de football, qui oblige les clubs marocains à retirer la carte qu'ils avaient arborée à Alger en intégrant les territoires occupés du Sahara occidental. Aujourd'hui, grand moment de fierté, de joie également pour que c'est abouti, quoi. Bien sûr, moi je pense que, vous savez, il y a une grande satisfaction quand vous voyez que le droit est réhabilité. On nous a marché dessus, la Confédération africaine de football a voulu nous piétiner, on a tenu bon, ça a été très difficile. Et il faut s'attendre aussi, il faut se préparer à des réactions. C'est ça le problème. Quand vous dites des réactions, c'est-à-dire que ça c'est une première bataille que nous avons. Je ne comprends pas, quand vous dites des réactions, c'est-à-dire des réactions, il va y avoir des réactions au niveau de la Confédération. Vous savez, c'est des gens qui ne sont pas faciles à manier, hein. Moi je vous le dis, il y a des lobbies qui se sont créés et moi je dis que nous allons les avoir sur le dos. C'est-à-dire quand vous dites on va les avoir sur le dos, nos clubs, notre équipe nationale? Tout, les clubs et les équipes nationales.
Moi, je connais bien la mentalité qui règne là-bas. Vous savez, quand... Parce que là, c'est une véritable gifle. Hein. Je m'excuse d'employer un terme violent, mais c'est une gifle. Oui. Il risque de mal... Ma fille m'a dit, quand on discutait du cas, je discute avec des enfants, elle m'a dit, la kafre d'être kef. Ouais, bah c'est ça, c'est ça. Oui. Et donc, mais ils vont réagir, il faut s'attendre à cette réaction. Donc il faut se préparer. C'est pour ça que je dis, il faut qu'à un certain niveau, qu'il y ait des gens qui réfléchissent et qui essayent d'envisager, c'est ça, hein, c'est une partie d'échec. Il faut essayer de prévoir ce que l'adversaire va faire. Voilà, il faut comme ça, c'est comme ça qu'on arrivera. Rida Habdouch, c'est vraiment toujours un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon vent. Je sais que vous êtes un observateur averti de la scène footballistique. Je rappelle qu'il devait être avec nous le DTN de l'équipe de la fédération ivoirienne, qui devait être avec nous en direct. C'est Lounès Hatta, malheureusement, on n'a pas pu avoir la liaison avec Abidjan. On s'excuse, on le retrouve la semaine prochaine. Prochain rendez-vous avec le sport, je vous retrouve dès 16h pour un sport sur la 3 avec les 2 derniers matchs de Ligue 1 qui vont clôturer cette 18e journée. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Siham Bacha. Merci, bon appétit et à tout à l'heure.